Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le grand, le beau, le magnifique Romain Marin-Pietri. Le stagiaire n'a pas fait son taf. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le MOF? Tout le monde connaît, hein? Le meilleur ouvrier de France. Eh bien moi, mon titre, c'était le POF. Le pire ouvrier de France. Ah, c'était pas gagné pour moi. Je faisais partie de ces gens qui font profondément rire ses collègues et qui sont le cauchemar, vous l'imaginez, pour un manager. Dans mon cas, plusieurs managers. J'étais le caillou dans leurs chaussures, j'étais le casse-couilleur des chefs. On en a tous dans nos équipes qui semblent réfractaires, qui semblent peu engagés. Pire, on a l'impression qu'ils veulent tout faire pour saboter votre travail et l'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des branleurs. C'est quelque chose que je connais très bien. Je suis, on va dire, un haut niveau d'expertise dans le domaine. Je vais pouvoir vous expliquer qui ils sont et peut-être vous les verrez sous un autre œil. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous un branleur? Un branleur, sur le terrain, eh ben, ça fait des conneries. Hein, ça récupère les gants de son chef et pour les bourrer de graisse et puis lui les redonner, par exemple. Ou alors, on utilise le pont roulant pour faire Superman avec ses collègues, un exemple. Ou alors, il colle un gobelet sur la tête du chef. Je vous l'explique. Vous prenez un gobelet, vous trempez les bords avec de la graisse, et dès qu'il est affairé en train de travailler sur quelque chose, délicatement, vous passez derrière lui et vous lui collez sur le casque. Et puis, dès qu'il disparaît quelques minutes, vous récupérez son vélo et puis vous allez le souder quelque part. Alors, rien de méchant, on est d'accord, mais de quoi vous faire traiter d'abruti une paire de fois. Et abruti, branleur, même combat. Sauf que moi, non. Moi, je suis un passionné. Oui. Ok. Je vous assure, je vous explique. Un passionné, c'est quoi? Un passionné, ça ne s'épuise jamais. Un passionné, ça fracasse des montagnes. Ça pulvérise tout ce qui est sur son passage. Ouais, on est d'accord. Mais un passionné sans passion, c'est quoi? Ben, un branleur. Tout simplement. Et tout passionné que j'étais, je ne compte pas le nombre de fois où je n'ai pas réussi à garder mon travail. Normal. Qui aurait voulu d'un clown saboteur comme moi? Mais n'empêche que derrière tout cela, derrière ce masque de branleur, eh ben, j'étais quand même une personne qui souffrait. Parce que, vous l'imaginez bien, branleur, c'est un masque. Clown, c'est un masque de doute, un masque de souffrance, un masque de peur au pluriel. Un masque qu'un jour, un enfant a décidé de porter pour cacher l'être trop sensible à l'intérieur. Il aura fallu peut-être une moquerie de trop. Il aura fallu peut-être une chanson de trop. Une chanson que son papa lui chantait souvent, très souvent, trop souvent. Allô maman, bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Jolie chanson pour un enfant de 8 ans. Cette chanson, l'enfant a fini par l'intégrer. Mon fils, tu n'es pas beau. Alors se construire derrière un masque de clown qui fait rire, alors oui, ça l'a beaucoup aidé à se construire. Alors, oui, c'est vrai, tous ces licenciements étaient justifiés. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était dans ma nature. J'ai pourtant essayé maintes fois, de rester dans le rang. Mais pareil, sans passion, impossible de rester focus. Pourtant, certains métiers, certains postes étaient vraiment très sympas. Les groupes autour de moi étaient vraiment très, très sympas aussi, mais pareil, sans passion,
impossible de rester focus. Nous sommes en 2013, sur le premier site sidérurgique du Luxembourg. Je viens de me passer une énième soufflante par mon chef. Effectivement, suite à une erreur d'inattention, eh ben, c'est une pièce de 5 heures d'usinage qui part à la poubelle. Alors, moi, je suis convoqué, bien sûr, chez le CEO de l'entreprise pour mon entretien avant licenciement. Et Philippe, il s'appelait Philippe, ah, je l'adorais. C'était un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ces anciens sidérurgistes qu'on voit dans les films, durs, rugueux, mais avec un cœur énorme. Il avait en plus la verve et l'éloquence d'un Churchill, dont il adorait nous raconter ses anecdotes. Ma préférée, c'était une dispute entre Lady Astor et Churchill. Lady Astor avait dit « Monsieur, si j'étais votre épouse, j'aurais mis du poison dans votre café. » Et Churchill avait répondu « Madame, si j'étais votre époux, ce café, je le boirais. » Moi, je l'adorais. Tiens, d'ailleurs, petite question en parlant de licenciement. Qui s'est déjà fait licencier dans cette salle? Hop, levez les mains, voir que je lève un petit peu. Oh, très très peu. C'est dur de lever la main, là. Hein, c'est dur d'être jugé devant un échec. Eh bien, moi, c'est ce que je vivais à chaque fois. Fois 1000. C'est ce que je vivais ce jour-là, encore une fois. Je me disais, quelque part, je ne suis pas à ma place, encore une fois. Je ne suis pas sur ma voie, encore une fois. Vous savez ce que c'est, la Vox Cassio, ce que l'on appelait à l'époque Vox Cassio? Non. La Vox Cassio, c'était ce qu'on appelait un appel divin. Un appel divin, une invitation divine. La Vox Cassio, qui plus tard deviendra, personne ne sait, la vocation, bravo. La vocation était ce que l'on appelait un appel divin, une voie divine. La vocation, on est sur sa voie. Vous l'avez trouvée, vous? Oui? Non? C'est bien, continuez à chercher, il faut la trouver. Mais on en a tous dans nos équipes qui semblent être branleurs, mais qui n'ont en fait pas trouvé leur voie. Des fois, il n'y en a qu'un. Des fois, il y en a plusieurs. Là, vous allez morfler. Et puis, quelque part, on ne va pas se mentir. Des fois, c'est le chef, le problème. Non? Eh oui. Même un chef peut ne pas être sur sa voie. C'est le cœur de mon message aujourd'hui. N'importe qui peut ne pas être engagé sur sa voie. Même un manager. Oui. Selon une étude de la société Gallup, la France se situe parmi le dernier pays en termes d'engagement des salariés. Seulement 7% des salariés français se sentiraient engagés envers leur société. Et 70% de ces 7% ne se sentiraient engagés vers la société que via leur manager. Si un manager ne se concentre que sur les points faibles de ses équipes, eh ben, la société peut perdre 27% de performance. Et à l'inverse, si un manager ne se concentre que sur les points forts et les qualités de ses équipes, la société peut faire un bond de 37% en performance. Vous notez la puissance que peut avoir un bon manager s'il ne s'intéresse qu'aux points forts de ses équipes? Alors, je vous entends déjà me dire, oui, Romain, oh là là, tu te rends compte, c'est pas facile à appliquer, hein, c'est pas évident, en plus t'as pas vu mon équipe. Eh ben non, moi je vous dis que si, c'est très simple. Vous n'avez qu'à appliquer une règle. La règle des 3 A. Alors me dire, bah c'est quoi la règle des 3 A? Bah, je vais vous le dire. Apprécier, savoir, valoriser ses collaborateurs. Philippe, quand on avait un projet sécurité ou un projet d'amélioration machine, mettait tout son énergie et ses capacités pour nous aider à mener ce projet à bien. Et quand il était couronné de succès, il s'effaçait.
et il mettait toute la lumière sur ses auteurs. Il adorait pouvoir monter et valoriser ses collègues et ses employés. Deuxième A, approfondir. Savoir comprendre qui sont les personnes qui travaillent avec vous. Savoir qui sont passés derrière le masque. Philippe passait un temps de dingue à la machine à café avec ses employés ou ses ouvriers. Pas parce qu'il aimait le café, mais parce qu'il aimait savoir avec qui il travaillait. Il aimait comprendre leur vie. Il pouvait parler de politique, il pouvait parler de voiture, il parlait nourriture, beaucoup. Mais il aimait ça, et quelque part, les gens le voyaient. Et du coup, ils étaient ouverts à lui. Et enfin, applaudir, savoir nourrir ses collaborateurs avec des félicitations et des encouragements. Churchill n'eut de cesse de nourrir le peuple anglais de félicitations et d'encouragements. Il disait d'ailleurs, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est tout. C'est tout. La règle des 3 A. Qui ici est capable de me dire qu'elle n'est pas applicable? Honnêtement. Personne. Ok. Donc, je prends le pari qu'on revient l'année prochaine et vous avez tous fait un bond de 37% avec vos collaborateurs. On est d'accord? On est d'accord? Top là, toi. Il a topé pour vous, vous démerdez avec lui maintenant. Mais revenons à mon licenciement. Hop là, ascenseur émotionnel. Donc je suis convoqué dans le bureau de Philippe, mon futur ex-patron. Je rentre, il est évidemment furax, et il commence à me dire « Mais bon sang, mon gars, qu'est-ce que tu fous ici? Comment tu veux que je garde un mec comme toi ?» Effectivement, moi, je sais très bien que non, c'est pas possible. Vous imaginez, j'ai honte, j'ose pas trop, voilà, je regarde son stylo, le clavier, l'écran, j'essaie de tout faire pour pas croiser son regard. Et après quelques minutes, plus rien. Un long silence. Silence bizarre s'installe. Vous savez, le silence dans le silence des agneaux? Eh bien, pareil. Et puis, tout d'un coup, Hannibal, enfin Philippe, me dit t'as jamais pensé à travailler dans la sécurité, toi? Moi, dans la sécurité. Qui ai fait les 400 coups tant à l'école qu'au travail. Il a craqué, Churchill. Non. Et puis il me dit tu connais cette phrase? Il n'y a que le meilleur braconnier qui peut devenir le meilleur garde-chasse. Non, je crois que je ne l'ai jamais entendu. Et il continue. Bon, écoute, on va pas revenir sur toutes les merdes que tu nous as fait. C'est pas quand on a chié dans la culotte qu'il faut serrer les fesses. Mais je te propose un pari. Si je me plante, dans 1 an, si je vois que je me suis planté, pas de problème. Je t'invite au resto, je te souhaiterai bonne continuation, mais ailleurs. Mais je prends la responsabilité. J'en suis sûr qu'un mec comme toi, qui a tellement fait les 400 coups partout, mais qui les repère à 100 mètres, un mec qui a tellement su contourner toutes les règles de sécurité, mais qui les connaît par cœur, mais un mec comme toi a sa place dans la sécurité. Je suis persuadé que si je te forme correctement, dans 1 an, tu rempliras le rôle de coordinateur sécurité à la perfection. Si dans 1 an, je prends le pari, je me rends compte que j'ai eu raison, mec, c'est toi qui m'invites au resto. Et on se paye le buffet grill à l'Indien et on s'explose la panse tous les deux. T'en dis quoi? Moi, je suis sur le cul. Déjà, il me faisait encore confiance, le mec. Et bien, vous savez quoi, je l'ai pris au mot. Pendant cette année, j'ai fait toutes les formations possibles et imaginables pour avoir ce poste. Et 1 an plus tard, le resto, on l'a fait. Et devinez qui a payé?
En un an, je suis devenu le coordinateur sécurité d'un atelier où se trouvaient 140 personnes. J'étais proche de mes ouvriers, car j'en étais un, moi aussi. Ça s'est tellement bien passé. Nous avons explosé tout ce qu'on avait espéré faire comme bilan sécurité. Ça s'est tellement bien passé que Philippe m'a même demandé d'aller faire des formations sur les autres usines du groupe, mais en tant que formateur. Pour une fois dans ma vie, j'étais devenu bon. Et ça ne s'est pas arrêté là. À force de me sortir de cette usine, mon nom commençait à être de plus en plus cité, et en bien cette fois-ci. Et une RH, qui commençait à entendre mon nom, qui connaissait un petit peu cette histoire, appelle Philippe, et elle lui demande « J'ai besoin d'un bonhomme qui a les diplômes en sécurité, qui soit un peu caméléon, qui ait une intelligence relationnelle certaine, qui s'adapte un petit peu à tout. Et pour les besoins de pour les besoins de ma hiérarchie, je suis devenu le responsable santé-sécurité pour le siège du groupe que je travaille encore maintenant. Et maintenant, je m'occupe tous les jours de la santé et de la sécurité de 900 personnes. Et ça ne s'est toujours pas arrêté là. J'ai continué à faire ces formations. Et je suis devenu formateur en réanimation cardiovasculaire. Et je peux faire en toute autonomie, dans notre bâtiment, des formations pour les secouristes. Je vais même faire des formations dans les lycées et je donne cours aux profs. Moi. Mon chemin a été très long. Il a été atypique. Mais enfin, j'ai trouvé ma voie. Il aura fallu un leader. Un leader qui avait une vision et le courage d'assumer cette vision. Au final, ce n'est pas moi le héros de cette histoire, c'est lui. Il aura fallu ce leader que tout le monde rêve de suivre, que tout le monde rêve d'être. Il aura fallu aussi un branleur qui rêvait de retirer son masque. Parce que branleur, par pitié, pensez toujours qu'il se passe une personne derrière, avec ses compétences propres. Branleur, c'est une étape. C'est l'étape de chrysalide. Osez transformer les chrysalides autour de vous. Mettez du courage et de l'audace dans votre management. Au-delà de toutes vos missions, de toutes vos certitudes, là est la mission sacrée. Prendre les inadaptés et les rendre incontournables. Là, ça c'est plus que basique, c'est divin. Devenez le vecteur de la Vox Cassio de vos collaborateurs et vous verrez qu'ensemble, jamais vous n'aurez de limites. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.